Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet. Bon, les étudiants ont bien fait le tour du sujet, donc je vais un peu répéter ce qu'ils ont dit, mais il y avait quelques petites choses qu'on pourrait quand même voir sous un autre angle. Donc moi, je vais vous parler un peu du concept d'agrivoltaïsme, des enjeux qu'il y a autour de ça, du potentiel que ça peut représenter, des controverses, car il y en a beaucoup. Et il y a notamment en ce moment, je ne vous le cache pas, un dossier brûlant, puisque les décrets d'application de la loi d'accélération des énergies renouvelables sont en cours de rédaction depuis 8 mois. Et si ça dure depuis 8 mois, c'est que les combats autour de ce décret sont considérables, avec des luttes d'influence de lobby qui sont très violentes. Donc voilà, je suis un petit peu au cœur de tout ça, donc s'il y a des questions, on pourra y revenir à la fin. Je vous présente très rapidement quelques images d'installations agrivoltaïques parce qu'il faut quand même bien voir de quoi il s'agit. Il y en a plein de sortes, plein de technologies. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés qui apparaissent chaque année. Vous avez ici quelques images qui sont prises toutes en France, sauf celle du bas à droite. Non, elles sont toutes en France, celles-ci, avec différentes installations, des modules verticaux, des modules inclinés, des modules fixes, des modules mobiles, avec différentes méthodes pour les faire bouger sur des productions animales, fruitières, maraîchères ou de grandes cultures. Voilà encore d'autres exemples que vous pouvez observer. Par exemple, en haut à gauche, vous avez des panneaux mobiles sur un axe que l'on peut redresser pour laisser passer les engins agricoles au moment des travaux ou des moissons, mais qui, le reste du temps, vont se déplacer en suivant le soleil. Vous avez des panneaux qui peuvent être utilisés pour protéger les animaux contre, par exemple, le soleil, en les mettant à plat à certains moments, ou en bas à droite, d'autres types de panneaux qui ne sont pas plats, mais qui sont cylindriques et qui permettent d'avoir des persiennes produisant des ombres très différentes de celles des autres installations. Voilà une vue d'une parcelle avec des installations de panneaux verticaux, donc des sortes de haies photovoltaïques qui sont dans ce cas-là associées à du pâturage avec une technologie allemande qui se développe un peu en ce moment. Un autre exemple plus historique de la technologie Remtech développée en Italie avec des panneaux mobiles biaxes. Donc c'est le système le plus sophistiqué que l'on ait pour l'instant. Les deux axes tournent, ce qui permet aux panneaux d'être toujours face au soleil. Et là, vous avez en dessous des cultures de maïs. Ce sont des systèmes agrivoltaïques installés dans la plaine du Pô sur de grandes surfaces, plusieurs dizaines d'hectares à chaque fois. Concept est apparu dans plusieurs régions du monde en même temps, on va dire. L'idée de mettre des panneaux dans les champs avait déjà été exprimée par un chercheur allemand à la fin des années, début des années 80, le collègue de l'Institut du Fraunhofer, mais il n'avait fait aucune expérience, il avait juste fait un dessin en disant on pourrait mettre des panneaux dans les champs. En fait, l'idée de produire à la fois des ressources agricoles et de l'énergie grâce à des panneaux superposés aux cultures est apparue dans différents pays à peu près au début des années 2000, et notamment au Japon avec Akira Nagashima qui a appelé ça solar sharing. Et vous avez ici quelques vues d'installations japonaises avec des panneaux mobiles avec une manivelle à main. Et l'agriculteur peut orienter les panneaux en fonction de ce qu'il veut faire avec ses cultures. C'est souvent du riz au Japon que l'on a sous ces installations. La photo d'en bas à droite, je l'ai prise cette année au Japon et nous y reviendrons parce qu'elle illustre une des fortes limites de l'agrivoltaïsme. On y reviendra plus tard. Au Japon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'installations. Ce sont des installations de petite taille, comme vous le voyez là, des installations qui font 1000, 2000, 3000, 5000 mètres carrés, rarement 1 hectare. Mais il y en a beaucoup, ce qui donne pour la première fois, enfin c'est la première fois que je voyais ça, des paysages agrivoltaïques, c'est-à-dire des paysages dans lesquels il y a des parcelles par-ci par-là installées, alors qu'en Europe, en France, on a des installations pour l'instant extrêmement rares, donc distantes les unes des autres. Donc voilà un peu ce paysage avec par-ci par-là des persiennes agrivoltaïques au-dessus des cultures.
Alors, j'ai déjà parlé de Remtech, de cette technologie. Je veux simplement signaler que c'est une technologie donc italienne qui est très intéressante parce qu'elle fait très peu d'ombre aux cultures, les taux de couverture par les panneaux sont faibles et les systèmes sont extrêmement aérés. Donc, on a quelque chose qui est particulier. Pourquoi à l'INRA, on a commencé à travailler? Donc, moi, j'ai commencé à travailler sur l'agrivoltaïsme dans les années 2000 aussi, en 2008. Et c'est par similitude entre les travaux d'agroforesterie que je menais depuis une vingtaine d'années que l'on s'est mis au concept d'agrivoltaïsme, donc agroforesterie, arbres et culture, agrivoltaïsme, panneaux photovoltaïques et culture. Vous avez à droite une photo du tout premier prototype expérimental agrivoltaïque au monde que nous avons installé en 2009 à Montpellier, qui nous a permis de faire les premières thèses sur le sujet. Voilà encore des photos de ce site avec à gauche du maïs. Vous voyez le témoin sans panneau qui est à droite, le maïs en plein soleil. Et puis sous les panneaux, alors vous avez des panneaux mobiles et des panneaux fixes. Et vous apercevez les panneaux fixes avec soit une densité normale par rapport à une installation photovoltaïque classique ou une demi-densité quand les rangées s'arrêtent. Nous avons sur ce dispositif étudié de nombreuses cultures en maraîchage, en grande culture, voilà, depuis 2010. Et effectivement, le concept a été présenté en 2011 dans cette publication où pour la première fois, on a utilisé le mot agrivoltaïque. Alors, pourquoi on en est venu à étudier ce système agrivoltaïque? Alors, la motivation initiale part d'une constatation sur le bilan de la production d'énergie en agriculture. L'agriculture a toujours produit de l'énergie et même beaucoup d'énergie. L'agriculture d'avant la révolution industrielle produisait énormément d'énergie puisqu'en fait elle produisait la nourriture des chevaux et des bœufs de trait. Et les chevaux, c'était le moyen de transport en commun de l'époque. C'était comme produire de l'électricité pour faire tourner des voitures. Donc, en fait, la surface agricole française a produit de l'énergie historiquement, de tout temps, mais cette production d'énergie s'est presque éteinte avec l'arrivée du pétrole, avec l'arrivée de l'agriculture industrielle à base d'intrants pétroliers. Et donc, c'est quelque chose qu'on a temporairement oublié. Aujourd'hui, on peut faire de l'énergie avec l'agriculture de différentes manières. Alors, la manière la plus classique aujourd'hui, ce sont les agrocarburants que leurs promoteurs appellent des biocarburants, mais qui ne sont jamais produits en agriculture biologique. Donc, moi, je les appelle des agrocarburants. Et quand on fait le bilan de l'efficacité des agrocarburants, on peut calculer combien de kilomètres on peut rouler avec une voiture standard et la production d'un hectare. Avec de l'éthanol issu d'une culture de blé, on peut faire rouler une voiture moyenne environ 22 000 km avec la production française du blé. Avec un hectare de colza, on peut faire des diesters pour remplacer les gasoils et on peut faire rouler également une voiture diesel à peu près la même distance. Voilà donc un peu la production énergétique d'un hectare français dans ce type de conditions. Mais si vous utilisez un hectare de panneaux photovoltaïques et que vous faites tourner une voiture électrique, combien pouvez-vous faire de kilomètres? Et c'est là que le chiffre est tellement effarant qu'on se demande encore pourquoi on fait des agrocarburants. 3 millions de kilomètres. Les rapports d'efficacité entre la combustion à partir de biomasse végétale et la conversion directe en électrique et utilisation d'un moteur électrique est infiniment plus efficace d'un rapport 100, 200, 300, enfin ça dépend, 200, mais en gros 100 fois plus efficace par la filière électrique. Et si on passe par la filière hydrogène pour stocker l'énergie électrique, alors évidemment, on va diminuer l'efficacité du système d'un facteur 3 parce que la conversion hydrogène n'est pas une très bonne conversion, mais on a encore une efficacité bien plus importante qu'avec les agrocarburants. Bon, les explications sont simples, les rendements de la photosynthèse, les rendements du transport de l'énergie, donc transporter des carburants liquides est beaucoup plus coûteux que de transporter de l'électricité, les rendements des moteurs thermiques et électriques sont contrastés et donc toute la filière est plus efficace. Alors,
il nous a donc apparu qu'il était quand même plus intelligent de faire directement de l'électricité et d'alimenter des moteurs électriques. Et c'est pour ça que l'idée s'est confortée. Mais, vous le savez, ça a été évoqué, il y a de fortes oppositions à ce type de projet. Oppositions qui sont tout à fait recevables et tout à fait entendables. On va le voir. L'idée principale étant pas de stérilisation des terres agricoles, gardons notre potentiel de terres agricoles, et puis également une critique secondaire qui est pas de capital industriel dans l'agriculture, laissons les agriculteurs libres de leur destin et de leur manière de produire. Alors, je rappelle avant d'aborder ces débats quelques ordres de grandeur qui sont intéressants. Un hectare de panneaux photovoltaïques dans une centrale classique de panneaux photovoltaïques au sol, c'est une production d'environ 1 mégawatt installé. Un réacteur nucléaire, c'est donc à peu près 5000 hectares de photovoltaïque au sol. Et les 56 réacteurs nucléaires en France, c'est à peu près 300 000 hectares de photovoltaïque au sol, soit 1% des terres cultivées françaises. C'est bien d'avoir ces chiffres en tête parce que je ne veux pas dire par là qu'on va remplacer le nucléaire par le photovoltaïque ou l'agrivoltaïque, mais ça permet de voir que l'agrivoltaïsme est un gros candidat pour la transition énergétique. Alors, je continue parce que vous avez évidemment entendu parler de projets de photovoltaïque sur terre agricole extrêmement controversés, et en particulier de ces projets géants comme celui du Lot-et-Garonne, comme celui dans les Landes, comme le projet Solarzac en Aveyron, d'autres projets du même type qui cherchent à faire des projets de grande taille et qui parfois annoncent sans sourciller que le bilan écologique sera favorable puisqu'on va remplacer des cultures de maïs très polluantes et très consommatrices d'eau par des cultures beaucoup moins polluantes comme des plantes aromatiques, du mouton ou des ruches. Vous avez donc là déjà une partie de l'hypocrisie qui entoure ces projets et qui font qu'on va présenter les choses de manière souvent extrêmement partielle et qui ne permettent pas de comprendre réellement ce qui est en jeu. J'y reviendrai ensuite. L'INRA s'est engagé sur des recherches en agrivoltaïsme avec de nombreux partenaires. Vous avez ici une carte de France des installations agrivoltaïques sur lesquelles l'INRA intervient. Le programme majeur, le plus ancien, est celui que j'ai démarré en 2009 avec la société Sener puis Senagri et qui nous a permis de faire 7 thèses jusqu'à présent sur le sujet. C'est et de loin le programme de recherche en agrivoltaïsme le plus avancé au monde. Actuellement, l'INRA a diversifié ses partenariats et vous avez ici une liste des sociétés avec qui nous suivons des différents prototypes à différents endroits de France. Voilà un exemple d'installation faite avec EDF à Fontainebleau, au sud de Paris, avec des collègues de Lusignan sur des cultures fourragères, notamment de luzerne. Un autre exemple, un projet à Clermont-Ferrand, projet Camélia, avec des haies photovoltaïques et du pâturage bovin sur une technologie allemande. D'autres exemples, comme ces tissus photovoltaïques qui peuvent être déployés dans les serres pour faire des ombrières. Au lieu de blanchir les serres, on peut mettre des tissus photovoltaïques qui vont faire de l'électricité tout en faisant de l'ombre quand on a besoin d'ombre sur les plantes. Le programme majeur qui a été développé par l'INRA depuis donc une douzaine d'années a conduit au concept d'agrivoltaïsme dynamique. C'est un agrivoltaïsme basé sur des panneaux mobiles dont la mobilité est asservie aux besoins des plantes. En gros, on va faire de la lumière aux cultures quand elles ont besoin de lumière, on va leur faire de l'ombre quand ça peut les aider. Il y a des moments où les plantes peuvent être protégées par l'ombre. Et puis, on peut également utiliser les panneaux la nuit pour limiter le refroidissement nocturne et donc éviter les gels, notamment les gelées blanches, où on peut utiliser les infrastructures pour déployer des filets anti-grêle, des filets anti-mouches à drosophile, des choses comme ça, ou des systèmes d'irrigation qui peuvent être intéressants. Donc, vous avez ici quelques images de ces systèmes sur lesquels on travaille. Ces systèmes en agrivoltaïsme dynamique sont particulièrement bien adaptés aux productions fruitières et on a actuellement des installations expérimentales sur pommes, cerises, prunes, pêches, poires, abricots, kiwis et vignes.
Voilà, et chez des producteurs avec des installations qui font en général entre 2 et 3 hectares. Je reviens maintenant sur les risques et sur les ambiguïtés de cette technologie. Il y a eu un scandale majeur qui s'est passé au cours des 10 dernières années en France autour des serres photovoltaïques. C'est l'image que vous avez en haut à gauche. Ces serres photovoltaïques ont été livrées clé en main gratuitement aux agriculteurs qui les acceptaient comme un outil de production agricole. Elles étaient en général couvertes à 50% de panneaux puisque le versant sud des chapelles était couvert de cellules photoélectriques comme vous l'apercevez sur l'image. Le résultat a été sans appel. La plupart de ces serres sont impropres à la culture ou en tout cas ne peuvent accepter que des cultures très particulières et avec des rendements faibles car la lumière est insuffisante dans ce type de structure et surtout n'est pas modulable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on développe des serres agrivoltaïques avec des panneaux mobiles qui permettent de laisser de la lumière quand on a besoin de lumière et de l'enlever quand on a besoin d'ombrage. Vous avez aussi d'autres technologies qui se développent. Je vous en montre un exemple ici avec la technologie Insolite suisse, qui sont des panneaux avec beaucoup de parties transparentes autour des cellules photovoltaïques. Et là, ça nous introduit à un autre concept important en agrivoltaïsme, qui est le fait des transitions pleine lumière, plein soleil. Les plantes en agrivoltaïsme sont soumises à un environnement qui n'existe pas dans la nature. L'évolution des plantes ne les a pas préparées à subir des alternances de plein soleil et de pleine ombre brutales et répétées au cours de la journée. C'est pour cela qu'on cherche en général à uniformiser l'ombrage en ayant donc ce type de panneau semi-transparent dans lequel le rayonnement est beaucoup plus diffus, beaucoup plus diffusé et où les plantes sont beaucoup plus dans un environnement naturel type ombre d'un arbre qui bouge dans le vent. Vous voyez, qui n'est pas du tout le même type que des bandes d'ombre et des bandes de lumière où les plantes passent au cours de la journée. Alors, je pourrais revenir sur l'écophysiologie des plantes plus tard, puisque c'est notre spécialité, mais je ne vais pas insister maintenant. Alors, j'en reviens à pourquoi faire de l'agrivoltaïsme ou pourquoi ne pas en faire. Le problème, c'est la ressource en espace pour faire de l'électricité photovoltaïque et atteindre nos objectifs. Les objectifs du mix énergétique français et européen, mais français, on va parler de la France aujourd'hui, ont été revus à la hausse en permanence par rapport à ce qu'on attend du photovoltaïque. Pourquoi? Parce que le photovoltaïque est aujourd'hui l'énergie la moins chère au monde. Le photovoltaïque au sol est l'énergie la moins chère au monde, devant l'éolien et bien devant le nucléaire et évidemment les énergies fossiles. Donc là, on a quelque chose qui a un potentiel très, très important, surtout qu'il est distribué, et c'est une énergie qui est présente partout, et qui est donc qu'il est difficile d'accaparer, qu'il est difficile de contrôler. Alors, la difficulté, c'est que où pouvons-nous mettre ces panneaux photovoltaïques? La réaction classique et normale, c'est d'abord d'équiper les zones déjà artificialisées. Les toits, les parkings, les usines, les bâtiments commerciaux, les zones polluées, les friches industrielles. Le problème, c'est qu'avec la réévaluation des objectifs assignés au photovoltaïque, puisque aujourd'hui on parle de 200 gigawatts à installer d'ici 2050, on n'aura pas la ressource sur les toits. Macron, l'an dernier, avait dit 100 gigawatts. Aujourd'hui, on parle de 200 gigawatts. On n'aura pas la place sur les toits, sur ces zones déjà artificialisées. Je n'ai pas encore eu le temps d'actualiser cette diapositive, mais le dernier rapport du JRC, le Joint Research Center de l'Europe sur l'énergie, affirme qu'il faudra que 50% de l'énergie électrique photovoltaïque vienne des terres agricoles à l'horizon 2050, car on n'a pas la ressource pour installer cette ressource ailleurs. Donc on a une sorte de besoin, enfin en tout cas on a une belle ressource renouvelable, mais qu'il faut rendre compatible avec la production agricole. Alors, les recherches se sont accélérées au niveau mondial. Là, je vous mets les 4 congrès mondiaux sur le sujet qui ont déjà eu lieu. Le Sud 2020, je l'avais organisé. Il a été en virtuel à cause du Covid. Et le prochain est aux États-Unis l'an prochain. Donc, il y a une communauté très importante qui s'est constituée autour de ce sujet et c'est mondial. Il y en a dans tous les pays, sous tous les climats. Quand on veut maintenant, on va arriver maintenant au dur du sujet. Comment peut-on rendre compatible une production électrique et une production agricole? Car les étudiants ont fait très justement remarquer tout à l'heure dans leur exposé
que la loi française que nous avons passée, que nos députés ont votée au mois de mars, est unique au monde. C'est, et de loin, la loi la plus hypocrite qui ait jamais été votée sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'il faut que le rendement des cultures reste normal. Or, pour que le rendement des cultures reste normal, il y a un certain nombre de conditions à remplir que nous allons voir. Pour évaluer ce rendement, je veux souligner la très grosse différence qu'il y a entre le rendement placette et le rendement parcelle. Quand vous faites une installation photovoltaïque sur une terre, vous avez des zones de la parcelle qui ne pourront plus être cultivées, le pied des poteaux, la ligne des poteaux, des chemins d'exploitation, des zones avec des câbles de tension où on ne peut plus passer avec les tracteurs, etc. Il faut donc tenir compte de ce fait que les projets rendent certaines zones de la parcelle non productives. Quand vous combinez, et donc les rendements que les producteurs, que les industriels, que les agriculteurs annoncent en général sont des rendements à la zone cultivée. Mais il faut donc évidemment tenir compte de la zone non cultivée dans la parcelle pour avoir le vrai impact d'une installation photovoltaïque. Et là, je vous montre l'exemple du Japon. Le Japon est très édifiant et je pense qu'il faut vraiment en tenir compte. Au Japon, l'agrivoltaïsme s'est beaucoup développé. Il y a plus de 5000 producteurs agrivoltaïques japonais actuellement. Mais le Japon a un souci. Le Japon a des vents très forts. Comme il y a des vents très forts, il faut que les structures résistent au vent. Pour cela, les entraxes entre les lignes de poteaux, comme vous le voyez, sont très serrés, souvent 4 mètres, parfois même encore moins. Et ça veut dire que dans ce cas-là, comme vous avez, tout est mécanisé, avec de la petite mécanisation au Japon, mais tout est mécanisé, ça veut dire que la partie non cultivable de la parcelle, qui fait à peu près 1 mètre de large sur la ligne des poteaux, représente 25% de la surface de la parcelle. Donc, vous avez déjà une perte de 25% du rendement. Or, la loi japonaise exige 80% du rendement sur la parcelle. Ça veut donc dire que les 75% restants qui sont cultivés doivent avoir un rendement plus élevé qu'en plein soleil. Or, pendant quelques années, pendant 7 ou 8 ans, il n'y a pas eu de contrôle. Les autorités ont été assez laxistes et n'ont pas contrôlé le rendement. Mais depuis quelques années, on contrôle le rendement. Et là, on se rend compte qu'aucun agriculteur japonais n'est capable d'avoir 80% de son rendement de référence sous ces installations. Catastrophe, les premières sanctions sont tombées, les tarifs de rachat d'électricité ont été perdus, donc l'électricité est rachetée moins cher, les systèmes sont en déficit, en faillite, sont démontés. Et le pire, c'est que les banques et les fonds d'investissement ne veulent plus investir dans cette filière. Tout cela parce qu'on avait fait une loi qui n'était pas cohérente avec ce que l'agronomie, avec ce que la biologie permet de dire. On exigeait un rendement trop élevé. Alors imaginez avec la loi française qui dit qu'il faudrait faire 100% du rendement. Pour faire avancer ce débat, à l'INRA, nous avons fait une synthèse de toutes les expériences au monde sur l'influence des systèmes agrivoltaïques sur le rendement des cultures. Et vous avez ici cette synthèse présentée sous forme graphique qui vous représente la diminution du rendement relatif. Le rendement relatif, donc en haut c'est 1, c'est-à-dire 100% du rendement. Et puis plus on a, en allant vers la droite, plus on a de panneaux photovoltaïques, plus on a un taux de couverture élevé, le GCR, le Ground Coverage Ratio, moins on a de rendement, ce qui paraît tout à fait logique. Et donc, si on zoome un petit peu sur ce graphe, on se rend compte qu'avec un taux de couverture de panneaux, c'est la surface totale des panneaux ramenée au sol, un taux de 20%, eh bien, on a un rendement placette, pas parcelle, placette d'à peu près 80%. Avec un taux de 50%, on a un rendement placette de 60%. Si vous le combinez avec les pertes de sol, de perte de sol liées à l'installation elle-même, vous obtenez des rendements de l'ordre de 70% et 50% pour ces deux valeurs de taux de couverture. On va y revenir parce que ça fait partie de la bataille phénoménale qu'il y a en ce moment autour de ce taux maximum qu'on voudrait inclure dans la loi. Donc, la conclusion de cela, c'est qu'on ne peut pas garder les densités de panneaux des centrales classiques en agrivoltaïsme. Les centrales photovoltaïques classiques sont à 50, 60, parfois 65% de taux de couverture. Pour ces valeurs-là,
le rendement agricole deviendrait totalement non rentable et donc ça ne peut pas être fait ainsi. Par contre, si vous définissez des systèmes agrivoltaïques où le rendement est vraiment préservé, bon, la loi dit 100%, on va revoir que c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on peut tolérer une diminution. Si le rendement devient préservé, alors la surface disponible pour faire de l'agrivoltaïsme devient quasiment illimitée, parce qu'on n'a pas besoin en France de faire 10 millions d'hectares d'agrivoltaïsme, on a besoin d'en faire 100 000 hectares. On ne va donc pas couvrir la France de systèmes agrivoltaïques, ça sera au maximum 1% de la SAU française. Et donc, l'idée que nous défendons, c'est qu'un système agrivoltaïque avec 2 fois moins de panneaux qu'un système photovoltaïque standard, mais réparti sur 2 fois plus de surface, produit autant qu'une centrale classique sans pénaliser la production agricole. Après, il y a beaucoup de débats parce que certains prétendent que certaines productions, notamment les arbres fruitiers, la vigne, certains fourrages, les petits fruits rouges, pourraient tolérer plus d'ombre. Pour l'instant, de mon point de vue, ce n'est pas démontré. Il y a quelques essais intéressants, mais il y a des essais qui montrent le contraire. Donc, pour l'instant, moi, je ne vois aucune raison de faire une différence entre les différentes productions. Voilà, donc je vous montre quelques images de ces centrales sur lesquelles nous travaillons. Ici, c'est une centrale donc dynamique sur vigne dans les Pyrénées-Orientales. À droite, c'est une autre centrale avec des ombrières différentes dans l'Hérault. Vous avez ici, par exemple, des installations que nous suivons à Piolinc dans le Vaucluse, où on a des vignes abritées qui résistent beaucoup mieux aux canicules. C'est là que je voudrais revenir à ça. Par exemple, pour revenir à 2023, en 2023, nous avons eu une canicule tardive en août. Cette canicule tardive juste avant les vendanges a été une catastrophe. Sur les vignes non abritées, dans nos essais, nous avons eu une perte de jusqu'à 40 ou 50% des grappes de raisin qui se sont desséchées, qui ont brûlé, qui se sont desséchées. Sous les panneaux, aucune perte. Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment les effets qu'on recherche dans la loi. La loi a été rédigée comme ça. C'est les effets qu'on recherche, mais ces effets sont stochastiques. Ils vont arriver les années où il y aura des accidents climatiques. Donc, la compétition pour la lumière, elle, est systématique. Les avantages microclimatiques sont stochastiques. Et c'est bien le bilan de ces deux aspects qui doit être fait sur des séries pluriannuelles. On ne peut pas qualifier un système agrivoltaïque en faisant 1 ou 2 ou même 3 ans de suivi. Il faut faire 5 à 10 ans de suivi. C'est ce qu'on veut faire et qu'on fera dans le projet. Donc là, vous avez sur cette diapo quelques impacts du système agrivoltaïque sur la qualité des produits. Je ne vais pas y revenir, mais on a des effets parfois favorables, parfois légèrement défavorables. C'est assez variable. Voilà un autre exemple sur les cerises, avec des cerises qui sont soit dans le témoin, contrôle, soit au sud ou au nord des panneaux. Et on étudie vraiment ces impacts, mais les effets ne sont pas si majeurs que ça dans ce qu'on étudie pour l'instant. On nous pose aussi beaucoup la question de l'impact écologique des centrales agrivoltaïques. Alors, on va dire qu'il ne nous est pas remonté d'alerte sérieuse pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes, donc il faut être attentif. Globalement, ces installations sont plutôt neutres vis-à-vis de la plus grande majorité des taxons qui pourraient être concernés. On voit que certaines espèces d'oiseaux s'y habituent très vite, que certaines espèces d'insectes sont favorisées. Les lignes de poteaux, au pied des lignes de poteaux, sont des réservoirs de biodiversité également. Comme en agroforesterie, les lignes des arbres peuvent être des réservoirs de biodiversité. Après, l'avantage, c'est qu'en général, les systèmes agrivoltaïques ne sont pas clôturés, donc ils ne sont pas une gêne au mouvement des animaux dans le paysage, contrairement aux centrales au sol, qui sont en général clôturées. Par contre, il semble bien qu'ils gênent la chasse des rapaces, donc que les petits rongeurs risquent de se réfugier dessous, ou par exemple, aujourd'hui, on constate que les chauves-souris s'aventurent pas beaucoup dans les centrales. Mais on n'a pas eu, je vous dis, d'alerte majeure pour l'instant. Alors, au niveau politique, ça chauffe. Plusieurs associations se sont créées. L'une s'appelle France Agrivoltaïsme, qui défend plutôt une régulation et un agrivoltaïsme protecteur des cultures, mais qui a évolué récemment. Une autre, une contre-association qui s'appelle la Fédération française des producteurs agrivoltaïques, qui est plutôt très libérale et qui ne veut pas d'encadrement et qui dit laissez faire les opérateurs. La sélection darwinienne choisira les heureux élus. Il y a un label AFNOR sur l'agrivoltaïsme qui est disponible sur Culture, également en préparation par élevage, mais dont l'ambition est d'éviter justement les faux projets agrivoltaïques, ceux qui ne respectent pas le rendement agricole.
Bon, ce label mérite des critiques, je peux y revenir dans la discussion si vous voulez, et je pense qu'il va évoluer rapidement. La fameuse loi sur l'accélération des énergies renouvelables de mars 2023 a interdit le photovoltaïque au sol en zone agricole et forestière. Il faut quand même le rappeler, c'est une décision majeure. Alors, il y a des exceptions sur les friches, on pourra y revenir. Elle définit l'agrivoltaïsme comme un outil au service de l'agriculture pour faire face au changement climatique, et c'est la seule loi au monde qui le fait de cette manière-là. Elle donne un pouvoir très important aux commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, puisque désormais leur avis conforme sera requis pour autoriser les permis de construire. Et puis, elle met les maires dans une difficulté parce qu'en dessous du seuil de puissance de 500 kW crête, les décisions seront prises localement. La préparation des décrets d'application de la loi est en cours, je vous l'ai évoqué, on pourra y revenir. Cette diapo n'est plus est trop ancienne, elle date d'il y a 2 mois, mais en 2 mois tout change. Je pourrais vous donner les derniers éléments, mais sachez que aujourd'hui même, nous avons avec une quinzaine de confrères de l'INRA, chercheurs de l'INRA, publié une note de position qui précise notre position donc vis-à-vis du décret et qui notamment défend un taux maximal de couverture dans les projets agrivoltaïques de 20%. Il faut savoir qu'en faisant cela, nous sommes la cible favorite des grands groupes industriels qui évidemment souhaitent mettre le plus de panneaux possible à l'hectare et donc accaparer les terres agricoles. Ils vont jusqu'à répandre donc des choses sur nous qui sont de l'ordre de la diffamation. Voilà, c'est pour vous dire que c'est chaud et que nous ne savons pas quels seront les arbitrages. L'arbitrage est actuellement auprès des services de la Première ministre et du Président de la République. Il y a un vrai conflit entre le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire et le ministère de la Transition écologique, l'un défendant les agriculteurs, l'autre les industriels. Et l'arbitrage par les services du Premier ministre est très attendu. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour l'instant. Sachez que j'ai quasi terminé. Ah, pardon. Ouais, il me reste 2 diapos. Merci. Sachez que les systèmes agrivoltaïques sont désormais regroupés dans les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie avec les ombrières de parking, tout simplement parce que ce sont des systèmes surélevés, donc le coût de production de l'électricité est un peu plus élevé que sur le photovoltaïque au sol, qui est de loin le plus cher, mais ce n'est pas des énormes différences. Hein. Le photovoltaïque au sol va être à 55 € le mégawatt et le surélevé va être à 60 ou 62. Donc, on est dans les ordres de grandeur assez proches. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça reconnaît un peu la filière. Je reviens pour conclure sur le paradoxe des agrocarburants. Aujourd'hui, on a environ 1 million d'hectares qui produisent des produits agricoles, alimentaires, qui sont brûlés dans les moteurs de nos voitures avec une très faible efficacité énergétique. On pourrait, avec 20 000 hectares d'agrivoltaïsme, produire autant d'énergie pour les déplacements que ce million d'hectares. Donc, en fait, passer des agrocarburants à l'agrivoltaïsme permettrait de dégager 900 000 hectares de plus pour la production alimentaire. Donc, pourquoi ne pas consacrer 100 000 hectares à l'agrivoltaïsme? C'est vraiment la question que l'on pose en termes d'efficacité globale et sociétale. Surtout que les impacts environnementaux sont très différents. Les agrocarburants sont des monocultures intensives à base d'intrants industriels. Le potentiel français, j'y reviens pas, on l'a déjà évoqué. Quel avenir en France? Là, on arrive sur des décisions très politiques. D'abord, il faut avoir une cible cohérente avec les objectifs de la transition énergétique. Donc, pas trop peu, si on n'en fait que 10 000 hectares, ça ne sera pas grand-chose. Pas trop, 1 million d'hectares, ça n'a aucun sens. Ça serait bien trop d'électricité, on ne saurait pas quoi en faire. 100 000 hectares est un objectif réaliste, cohérent avec la trajectoire énergétique pour 2040 à peu près. Les vraies questions politiques, c'est faut-il limiter la taille des projets? Parce qu'aujourd'hui, les grosses sociétés veulent faire des gros projets. Et si on veut faire 100 000 hectares, on peut faire 100 projets de 1 000 hectares avec très peu de bénéficiaires, ou on peut faire 100 000 projets de 1 hectare avec quasiment tous les paysans de France qui peuvent en bénéficier. Donc là, c'est un choix politique, je le laisse en débat. Il faut absolument éviter la spéculation foncière en encadrant les loyers. Et là, de ce point de vue-là, moi, j'ai une position très radicale, c'est-à-dire que je pense que le soleil est un bien commun
que celui qui valorise le soleil doit être rétribué pour son travail, donc l'agriculteur pour la production agricole, l'électricien pour la production électrique, mais pas le propriétaire du terrain qui, lui, ne fait rien. Et c'est là qu'on est sur un débat assez philosophique il y a des hypothèses actuellement débattues à l'Assemblée nationale avec différents groupes pour trouver une solution pour encadrer les loyers agrivoltaïques. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Far West. On a des spéculateurs qui proposent des loyers délirants, 2 000, 3 000, 5 000 euros par hectare et par an. Il est évident qu'avec ce type de rente, tous les agriculteurs rêvent de devenir rentiers. Enfin voilà, on met un bordel inimaginable dans la société rurale française. Voilà un petit peu mes idées et je vous souhaite et je suis prêt pour vos questions et le débat.